3 lettres, un chiffre, GLP-1, c'est ce qui a transformé un laboratoire danois spécialisé dans l'insuline en géant mondial de la lutte contre l'obésité. Novo Nordisk, ça a été pendant plus de 18 mois consécutifs la plus grosse capitalisation boursière en Europe, avec une valeur de marché dépassant les 600 milliards de dollars. Et pourtant, depuis un an, le cours de bourse décroche complètement. Les investisseurs sont déçus par les perspectives et ils ont en face un concurrent féroce du nom de Eli Lilly. Alors la question est simple, est-ce qu'une telle baisse est justifiée ? Dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans le monde merveilleux des GLP-1, de revenir sur les difficultés que rencontre le labo danois et on finira la vidéo sur la valorisation et l'estimation de la performance qu'on pourrait attendre au prix actuel. Comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que je partage simplement ici mes analyses et opinions personnelles. La vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, donc mettez-vous à l'aise, prenez un petit café et au passage, vous pouvez mettre un like et vous abonner, ça fait plaisir et ça m'aide à développer la chaîne. Alors, on commence avec un truc un peu indigeste, vous m'excuserez, c'est la répartition des ventes par segment que je suis allé choper dans le dernier rapport annuel. Si je vous montre ça, c'est pour vous dire que la production et la vente d'insuline, qui est le cœur de métier historique de Novo, ne représentent plus que 19% des ventes en 2024. La raison, c'est que Novo Nordisk a été un pionnier dans une nouvelle génération de traitements contre le diabète qui ont pris une très grosse ampleur ces dernières années. Ces nouveaux médicaments, on les appelle les agonistes du GLP-1. Ozempic en est bien sûr un exemple. En gros, GLP-1, c'est le nom qu'on a donné à l'hormone que notre corps produit naturellement pour réguler notre glycémie et fabriquer de l'insuline. Et donc la molécule qui compose ces médicaments, c'est comme une hormone artificielle si vous voulez. Le principe est simple, au lieu d'injecter de l'insuline, on pousse notre corps à en produire naturellement. Et ça, c'est une vraie révolution pour les personnes atteintes de diabète de type 2 parce que ça leur permet de réguler leur glycémie de manière très efficace et en plus, la majorité de ces traitements se font par une injection une fois par semaine plutôt qu'une fois par jour pour de l'injection de l'insuline. Alors bien sûr, si l'histoire s'était arrêtée là, un simple traitement contre le diabète, entre guillemets, on n'aurait pas tous entendu parler de l'Ozempic. Ce qui s'est passé, c'est que pendant les essais cliniques du GLP-1, les chercheurs se sont aperçus qu'à partir d'une certaine dose, ces médicaments entraînaient une perte de poids significative de l'ordre de 15% environ. Ce qui forcément a attiré l'attention des médecins, dont certains qui ont commencé à prescrire ce médicament à des patients non diabétiques, donc pour de la perte de poids pure, entre guillemets. Et la suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Avec la puissance des réseaux, ça s'est répandu et ça a créé un vrai phénomène, surtout aux États-Unis, au point de créer des pénuries de ces médicaments. En parallèle de ce phénomène, ce qu'a fait Novo, c'est qu'ils ont pris la molécule présente dans l'Ozempic, le semaglutide, ils ont trouvé un nouveau nom de médicament et ils ont refait la demande d'approbation auprès des régulateurs, non pas pour traiter le diabète, mais pour traiter l'obésité cette fois-ci. Et c'est comme ça qu'en 2021 est né le Wegovy, qui est ni plus ni moins que l'Ozempic marketé pour la perte de poids. Ce qu'il faut retenir de cette répartition du revenu, c'est que ces nouveaux médicaments ont transformé Novo d'un point de vue financier. En 2024, les GLP-1 vendus pour traiter le diabète, c'est 50% du revenu et ceux marketés pour l'obésité, c'est 23% du revenu. Donc aujourd'hui, près de 3/4 des revenus et 90% de la croissance viennent directement de ces médicaments. Si vraiment on veut imager, c'est un peu comme s'ils avaient trouvé la poule aux œufs d'or. On va en parler en deuxième partie de vidéo, mais le marché de l'anti-obésité, c'est un gros marché avec de belles perspectives de croissance et le labo danois pourrait en capter une partie. Le problème, c'est que Novo Nordisk n'est pas seul sur ce marché. En face, il y a le labo américain Eli Lilly, qui est également un pionnier dans le business de l'insuline. Et certes, Novo ont été les premiers à dégainer avec ces nouveaux traitements, donc avec le Victoza en 2010, l'Ozempic en 2017 et le Wegovy en 2021. Mais Lilly, eux aussi, ont fini par sortir leur version de ces médicaments. Et le truc, c'est que la molécule qu'ils ont développée, le tirzépatide, a de meilleurs résultats en termes de perte de poids par rapport au semaglutide de Novo. Vous voyez qu'on est plus sur du 15-20% pour Ozempic et Wegovy, alors qu'on est sur du 20-25% pour le Mounjaro et le Zepbound. Et la conséquence, depuis un an, c'est un peu un remake d'une célèbre fable de La Fontaine. Celui qui est parti en dernier est en train de manger des parts de marché à celui qui est parti le premier. On le voit très clairement sur ce graphique de l'évolution du revenu généré par les 5 principaux médicaments, donc Ozempic, Wegovy et Rybelsus côté Novo et Mounjaro Zepbound pour Lilly.
Au dernier trimestre, on est quasiment sur du 50-50 entre le Wegovy et le Zepbound. Et sur la partie diabète, on est sur du 60-40 en faveur de Novo. Mais la croissance du Mounjaro est assez impressionnante, c'est limite flippant. Ici, le concept de First Mover Advantage ne s'applique pas pour Novo. Il y a deux raisons principales à ça. Déjà parce que les patients et les médecins veulent le médicament qui est le plus efficace avec le moins d'effets secondaires possible, peu importe s'il a été développé en premier ou en second. Et deuxièmement parce que ce sont des traitements pris en continu, donc un patient peut changer de traitement sans vraiment de coût lié à ce changement. Le seul moyen pour protéger ses parts de marché, c'est donc de proposer de meilleurs produits que ses concurrents. Ok, donc premier point, Novo s'est fait bouffer rapidement la moitié de ses parts de marché par Lilly. Ça, on va dire que c'est le passé, ok. Maintenant, c'est toujours intéressant de se projeter à moyen terme. Est-ce qu'ils ont quelque chose dans leur sac, entre guillemets, pour contre-attaquer ? Alors, dans les secteurs où l'innovation est un élément central, comme la pharma, on ne parle pas de sac, mais plutôt de pipeline R&D pour désigner tous les projets de recherche en cours, notamment les produits en phase de test clinique qui pourraient être autorisés prochainement sur le marché. Et bien, si on s'intéresse à la pipeline de Novo, on s'aperçoit que c'est compliqué. C'est peut-être ce qui inquiète le plus les investisseurs aujourd'hui. Jusqu'à présent, les résultats publiés en phase 3 des tests cliniques pour leur nouvelle molécule CagriSema n'ont pas été à la hauteur des espérances. En gros, l'idée, c'était de combiner le sémaglutide avec une autre molécule, le cagrilintide, pour renforcer la sensation de satiété et agir sur d'autres zones du cerveau, de sorte à maximiser les effets en termes de perte de poids. La target qui s'était fixée, c'était une target de 25% de perte de poids en moyenne pour être meilleure que la molécule de Lilly. Mais d'après ce que je comprends, les résultats des tests cliniques montrent une perte de poids moyenne de 23%, ce qui est pas mal, mais ce qui est aussi plus ou moins le niveau du Zepbound. Donc ça a été jugé insuffisant pour les marchés. A l'inverse, côté Lilly, on a une molécule très prometteuse en cours de développement. Elle porte le nom d'orforglipron. Les résultats de la phase 3 sont positifs puisque le médicament permet une perte de poids de 8% en moyenne sur une population de diabétiques de type 2, ce qui, appliqué à une population d'obèses non diabétiques, pourrait donner, si je comprends bien, une perte moyenne autour de 10-15%. Bon, vous allez me dire, 15% c'est pas ouf, on a dit que le Zepbound c'était entre 20 et 25 de perte de poids. Oui, mais la particularité de ce qu'ils ont développé, c'est que c'est un médicament administrable par voie orale. Et ça change beaucoup de choses. Ça pourrait leur permettre notamment de faire sauter un verrou en termes de vente et de couvrir le monde entier. Parce que outre le fait qu'un comprimé, c'est super pratique à prendre comparé à une injection par stylo, le process de production sera bien plus simple pour les comprimés et la logistique aussi, puisque pas besoin de conserver le médicament au frais. J'imagine qu'il sera vendu moins cher que les GLP-1 injectables, ce qui lui ferait donc un super ratio praticité-efficacité par rapport au prix. En revanche, le truc sur lequel j'ai tiqué, c'est que Novo a déjà sorti un GLP-1 en pilule, le Rybelsus en 2019. Donc pourquoi ce truc-là n'a pas fait passer un gap supplémentaire en termes de vente ? La réponse que j'ai trouvée, c'est que le Rybelsus est ce qu'on appelle un peptide, c'est-à-dire une molécule fragile qui est normalement détruite par l'estomac. Pour que le médicament fonctionne, il doit être pris à jeun avec très peu d'eau et il faut attendre 30 minutes minimum avant de manger et de boire autre chose. Donc le médicament est plus contraignant et deuxième chose et pas des moindres, il est plus compliqué à produire, donc le coût de fabrication est plus élevé. Contrairement à l'orforglipron de Lilly, qui est une molécule chimique classique, elle est stable dans l'estomac, absorbée facilement et donc peut être prise à n'importe quel moment de la journée, avec ou sans nourriture, et elle est plus simple et moins coûteuse à produire à grande échelle. D'autres résultats des tests cliniques sont attendus pour cette molécule au troisième trimestre 2025, donc ça va être un truc à suivre. Parmi les autres difficultés auxquelles Novo va devoir faire face, il y a notamment, dans quelques années, l'expiration des brevets principaux qui protègent la molécule qu'ils ont développée et les médicaments. Aux États-Unis, donc le marché qui pèse pour 2/3 des ventes aujourd'hui, le brevet principal de l'Ozempic expire fin 2031, donc c'est dans pas si longtemps que ça, et dans un futur plus proche, dès 2026, le brevet expire dans des pays comme la Chine, l'Inde ou encore le Canada. Ça signifie qu'en théorie, il sera possible dès 2026 de fabriquer dans ces pays-là des versions génériques du Ozempic Wegovy qui seront évidemment disponibles à un coût très inférieur aux originaux. L'article de Reuters que je vous affiche affirme que c'est déjà une réalité dans certains pays comme le Bangladesh, le Paraguay ou la Russie qui produisent déjà des médicaments contenant du sémaglutide.
Par conséquent, si ce genre de copie prolifère dans les prochaines années, ce sont d'autant plus de produits qui vont faire concurrence aux traitements originaux de Novo et Lilly, et ça pourrait avoir un impact négatif sur les volumes vendus pour les deux laboratoires, et surtout ça pourrait tirer les prix vers le bas. En parlant des pressions sur les prix des GLP-1, c'est un vrai sujet, notamment aux États-Unis bien sûr, et pour cause, les prix de ces médicaments sont très élevés, et en plus, il y a d'énormes différences de prix entre les États-Unis et tous les autres pays. Sur la slide, je vous ai mis un tableau des prix moyens pratiqués en août 2023. Donc les prix correspondent à un mois d'utilisation. Et donc, on voit que le Wegovy est vendu plus de 1300$ aux États-Unis. C'est 4 fois plus qu'en Allemagne où il est vendu à un peu plus de 300$. Donc la différence est monstrueuse, alors que 300 balles par mois, c'est déjà très important pour la plupart des gens, en sachant que ces médicaments-là, dans leur version anti-obésité, sont peu remboursés, et s'ils le sont, c'est dans des conditions très précises. J'ai lu qu'il fallait avoir un IMC minimum et pouvoir justifier d'une perte de poids au bout de plusieurs mois si on veut continuer à être remboursé. Il y a aussi l'existence de l'Inflation Reduction Act, l'ARA, aux États-Unis, qui restreint les plafonds de remboursement de Medicare et qui va autoriser l'entité à négocier les prix de certains médicaments dans les prochaines années. Et bien sûr, les GLP-1 représentent une cible politique majeure à cause de leurs coûts et de leurs prescriptions de plus en plus larges. Ça, c'est un sujet préoccupant pour les deux labos, mais peut-être encore un peu plus pour Novo qui a l'air encore plus exposé que Lilly, puisqu'il pratique des prix encore plus élevés. Le Wegovy est 300$ plus cher que son équivalent, le Zepbound. Bref, il y a toujours beaucoup de choses à dire sur le prix des médicaments et plus généralement sur le système de santé américain, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il y a un risque significatif que les prix de ces GLP-1 baissent dans les prochaines années. La baisse ne sera peut-être pas énorme, mais ça pourrait quand même venir peser sur les marges du labo danois, et ça, il faut le prendre en compte. On pourrait continuer encore sur les autres risques concernant les GLP-1, comme par exemple le risque d'apparition d'effets secondaires graves pour les molécules sorties ou en cours de développement. Il ne faut pas oublier qu'on a encore peu de recul sur ces traitements, mais je pense que c'est quand même intéressant de dire quelques mots sur les opportunités avant de finir sur la valorisation. Donc tout d'abord sur la partie anti-obésité, c'est là que se trouvent les plus grosses attentes. Les GLP-1 sont une réponse, c'est pas la seule, à un vrai problème global qui entraîne en silence des maladies cardiovasculaires, des maladies articulaires et des troubles respiratoires, etc., etc. Je partage avec vous quelques chiffres de l'OMS sur l'obésité dans le monde. Donc aujourd'hui, il y a 1 milliard d'obèses dans le monde. Le chiffre a doublé en 30 ans et quadruplé chez les enfants. Et 40% de la population américaine est atteinte d'obésité. Alors, c'est assez difficile de trouver des chiffres sur quelle sera la taille du marché dans 5-10 ans des GLP-1 dédiés à la perte de poids. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est un marché qui va probablement avoir un CAGR à 2 chiffres d'ici 2035 et qui serait plutôt attendu dans la tranche 15-20%. Et il y a une question qui reste encore en suspens par rapport à ces traitements, c'est la question de ce qui se passe après l'arrêt du traitement, une fois que le contrat est rempli, entre guillemets. J'ai lu qu'une partie des personnes reprennent le poids perdu, voire plus, au bout de plusieurs années. Et j'avais entendu des témoignages assez terrifiants de personnes qui disaient qu'elles étaient complètement démunies au moment d'arrêter le traitement. Ce que j'ai aussi entendu, c'est que la solution qu'avaient trouvée certaines personnes pour ne pas reprendre du poids à la fin du traitement, c'était de conserver une microdose à vie. Et ça, j'avoue que ça soulève quand même pas mal de questions sur la pertinence de ces médicaments. Mais force est de constater qu'on peut ranger ces aspects-là dans la partie opportunité pour les laboratoires comme Novo Nordisk. Et là où ça commence à être intéressant, c'est que ces GLP-1 pourraient aussi adresser d'autres maladies. Donc au-delà du diabète et de la perte de poids, des chercheurs ont observé des effets positifs sur d'autres organes comme le cœur, le foie ou le cerveau. Autrement dit, dans les 10 prochaines années, il est possible qu'on voit apparaître des GLP-1 capables d'apporter des solutions pour des maladies cardiovasculaires, des maladies du foie et certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Donc là, on ouvre complètement le champ des possibles et j'ai envie de dire, qui d'autre qu'un laboratoire comme Novo Nordisk avec un savoir-faire centenaire et qui est un pionnier dans ces GLP-1 pour développer ces nouveaux traitements. Quand on fait des recherches sur une société comme Novo Nordisk, bien que ça soit passionnant, on s'aperçoit très rapidement que le secteur pharmaceutique est un secteur
très complexe, et je pèse mes mots, avec énormément de variables différentes et beaucoup de risques associés. De ce point de vue-là, je comprends à 200% qu'un investisseur choisisse de ne pas investir dans cette industrie, quand bien même les opportunités sont attirantes. Mais si toutefois vous êtes convaincu par ces opportunités et que vous êtes OK avec la complexité et les risques associés, il faut considérer la question de la valorisation, bien sûr, et essayer de voir quel niveau de retour sur investissement on pourrait attendre sur 10 ans au prix actuel. Vu que Novo Nordisk est une société clivante, je me suis dit qu'on pouvait raisonner en scénario. Ça permet de pousser la réflexion et ça ajoute un côté un peu plus fun, on va dire. Mais avant de rentrer dans les détails, je précise à nouveau que ce que je vous montre ici, ce sont mes propres hypothèses et mes propres chiffres. Il faut prendre ça comme un exercice de réflexion et non pas comme une recommandation. Et donc j'ai fait 2 scénarios très simples, un scénario pessimiste et un scénario optimiste auquel j'ai attribué une probabilité. Dans le worst case scénario, Lilly continue à prendre des parts de marché sur les GLP-1, diabète et obésité. Le CagriSema de Novo ne fait pas l'unanimité à sa sortie, là où l'orforglipron, par sa praticité, permet à Lilly de capturer des parts de marché supplémentaires sur la partie anti-obésité. Les génériques arrivent, ils sont forcés de baisser leur prix aux US sur le Wegovy, ce qui affecte les marges. En revanche, Novo va réussir à sécuriser une part de marché significative sur la partie diabète et une plus petite sur le marché à forte croissance de l'anti-obésité. Et je pense qu'à 10 ans, même dans un scénario pessimiste, ils auront des produits en développement prometteurs dans leur pipeline. Pour le scénario pessimiste, j'ai attribué 8% de croissance des free cash flow par action sur les 10 prochaines années et un multiple de sortie de 15, donc un peu en dessous du multiple actuel de 17. Le best case scénario, c'est plus ou moins l'inverse. Ils vont réussir à couper l'hémorragie et à contre-attaquer. Ils vont maintenir sur leur produit actuel une part de marché significative. Ils vont parvenir à maintenir leur prix et repousser l'arrivée des génériques. En gros, ils vont réussir à extraire un maximum de valeur sur les marchés du diabète et de l'anti-obésité. Et leur pipeline R&D sera composé de plusieurs projets GLP-1 à fort potentiel, ce qui ajoutera des perspectives intéressantes pour continuer à croître. Et il y a un changement de CEO en cours, on n'en a pas parlé, mais ça pourrait jouer de manière positive sur tout ce qu'on vient de dire. Pour ce scénario, j'ai mis 14% de croissance des free cash flow par action et un multiple de sortie de 20, donc on va dire un multiple qui se normalise. En termes de probabilité, c'est propre à chacun, mais j'ai tendance à être un peu plus pessimiste compte tenu du niveau de risque sur ce dossier, donc j'ai attribué un 60-40 en faveur du scénario pessimiste. Comme dans la vidéo sur LVMH, je vous ai fait le tableau de la performance qu'on peut attendre, dividendes inclus, selon les hypothèses du multiple et de croissance des free cash flow. Et je vous ai mis en rouge et en bleu la performance correspondante à nos 2 scénarios. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Premièrement, mon scénario pessimiste, qui est peut-être pas si pessimiste que ça finalement, permettrait quand même d'aller chercher du 9% par an dans les 10 prochaines années. C'est plus ou moins le rendement historique des marchés US. Et ça, c'est dû au fait que les perspectives de croissance pour Novo Nordisk sont très importantes dans les prochaines années. Même si on considère un parcours semé d'embûches, ils ont quand même trouvé la poule aux œufs d'or avec ces GLP-1 et ça pourrait suffire pour faire augmenter leur free cash flow par action à un bon rythme dans les 10 ans qui arrivent. Deuxièmement, si on part un peu conservateur et qu'on se laisse suffisamment de choses dans la marge de sécurité, en théorie, on a plus de chances d'être agréablement surpris. Et ce que j'aime particulièrement, c'est le fait que la performance viendra a priori principalement de la croissance des free cash flow et des dividendes plutôt que de l'expansion du multiple, contrairement à d'autres valeurs. Et justement, c'est ce qu'affiche le best case scénario qui dit forte croissance des free cash flow, dit performance importante, 17% par an, c'est voir son capital faire x5 en 10 ans. Ça, c'est juste exceptionnel. Mais faut-il encore que les hypothèses que j'ai prises dans mon modèle se réalisent. En vrai, ces scénarios, ils sont imparfaits et vous avez certainement un avis différent du mien, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je trouve ça super intéressant qu'on en discute. Et comme d'habitude, si ce contenu vous a plu et que vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez mettre un like et vous abonner. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.